Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Waterloo. Mais nous allons pas en faire une description comme il en existe des centaines. Le 10 juin 1815, autour de villages de Belgique, se joue le destin de l'Empire. Napoléon abat sa dernière chance et perd. L'échec, sans doute inévitable, face à 16 puissances coalisées. Mais l'empereur ruine ses faibles chances en commettant un certain nombre de fautes. Nous allons découvrir lesquelles. Suivez-moi. Avec ce retour, une nouvelle coalition se constitue, en mars 1815, durant le congrès de Vienne, pour combattre Napoléon qui a quitté l'île d'Elbe. Pour éviter tout affrontement, et n'étant pas sûr de la fidélité des Français, le roi de France Louis XVIII, frère de Louis XVI, a fui à Gand, aux Pays-Bas. Tout commence au début de juin 1815, lorsque Napoléon se tourne logiquement vers la Belgique. C'est là que les deux plus menaçantes forces de la coalition sont stationnées, commandées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher. Napoléon espère les vaincre avant l'arrivée des Russes et des Autrichiens. Les opérations débutent le 14 juin. Vu son infériorité numérique, 124 000 hommes contre 93 000 pour Wellington et 116 000 pour Blücher, Napoléon réédite une manœuvre de 1796, à savoir retenir une fraction de l'adversaire tandis qu'il bat l'autre avec le gros des troupes, puis se retourne contre la première. Il peut ainsi contrebalancer la supériorité ennemie. Après la bataille de Quatre-Bras, Wellington a réussi sa concentration et a gardé sa liberté d'action. Blücher organise un repli en bon ordre des troupes prussiennes et surtout échappe à la surveillance et à la poursuite des troupes françaises confiées au maréchal Grouchy et retrouve ainsi sa liberté d'action qui sera fatale à Napoléon. On a longtemps reproché à Grouchy d'avoir mollement entrepris la poursuite. Encore eût-il fallu qu'il reçoive des ordres à temps, car c'est Napoléon qui tarde à le lui donner. L'erreur en termes de décision est sans doute imputable à l'empereur, qui ne dispose plus de l'outil nécessaire pour les prendre dans de bonnes conditions. Blücher ne fait pas ce que Napoléon attend de lui. Au lieu de retraiter vers l'est pour assurer ses voies de communication, il se dirige au nord-est vers Bruxelles pour rejoindre Wellington. Napoléon ne peut plus lire dans les cartes et l'esprit de ses adversaires comme il a pu le faire auparavant. Il ne perçoit pas leur capacité d'apprentissage, leur motivation et leur volonté d'accepter ensemble le combat et de se soutenir. L'empereur réagit à l'aveugle, faute d'une reconnaissance efficace. Il doit faire un pari. Ce pari sera perdant. Cet échec opératif incombe à Napoléon. Contrairement à ce qu'il a écrit plus tard, Napoléon omet de reconnaître les lignes adverses au soir du 17 juin. C'est une erreur grave, car elle conduit à la découverte tardive de la force, voire de l'existence des positions des fermes d'Hougomont et de la Aix-Sainte. L'erreur imputable à l'empereur et à son état-major est impardonnable. L'argument des cartes tient difficilement. À l'époque, bon nombre de batailles sont livrées sur des terrains pour lesquels il n'existe aucune carte détaillée. Cela aurait dû précisément conduire aux reconnaissances qui ont fait défaut les 17 et 18 juin. Au matin du 18 juin, les deux armées se font face. Il fait beau, mais le terrain est détrempé par les pluies torrentielles de la nuit. Le duc de Wellington a placé ses lignes sur les hauteurs du mont Saint-Jean, en majorité à contrepente, afin de les soustraire à la vue et aux canons ennemis. La bataille est engagée vers 11h30. Bien des historiens reprochent à l'empereur ce déclenchement trop tardif. Il aurait fallu démarrer bien plus tôt pour maximiser les chances de défaire Wellington. Napoléon aurait bien voulu démarrer à 9h, mais certaines troupes ne sont pas encore arrivées ou ne sont pas déployées, tandis que la boue rend les mouvements difficiles, notamment ceux de l'artillerie. C'est surtout a posteriori, une fois connu le déroulement des événements, que ces débuts à la mi-journée peut paraître trop tardif. Mais il est difficile de blâmer Napoléon pour la météo.
Et puis, quelle certitude avons-nous qu'une offensive française piétinant dans la boue aurait rencontré un meilleur succès avant l'irruption des Prussiens? Les combats débutent sur la gauche du dispositif français, par l'engagement du deuxième corps, où Jérôme Bonaparte, frère de l'empereur, commande une division, puis s'étend sur la ligne. Vers 1h30 de l'après-midi, le premier corps de Drouet, pièce centrale de l'infanterie française, attaque le centre gauche et la gauche alliée. Après préparation par une grande batterie de canons, le premier corps parvient à repousser la première ligne adverse, mais il est ramené en arrière avec de lourdes pertes par une contre-attaque d'infanterie et de cavalerie. Deux brigades de cavalerie lourde britannique arrivent même sur les canons français de la grande batterie avant de se voir massacrés et raccompagnés à leur point de départ par la cavalerie française. La formation tactique inhabituelle n'est signalée qu'assez tardivement dans le récit. Il reste encore sujet à caution. Si cette erreur est avérée, il reste à en attribuer la responsabilité. La chaîne de commandement, partant de Napoléon, passant par Soult, chef d'état-major, puis par le maréchal Ney, qui commande sur le terrain. Après l'échec du premier corps, intervient une pause relative, sauf sur la gauche française où les Français s'acharnent sans grand résultat au prix de lourdes pertes contre la ferme fortifiée d'Hougomont. Au centre, les Français ont aussi découvert que la ferme de la Haie-Sainte, transformée d'eux-mêmes en point de résistance, bloque la progression vers Mont-Saint-Jean, objectif désigné par l'empereur. Wellington ordonne à sa ligne de reculer d'une centaine de pas afin de se protéger de l'artillerie ennemie. Le maréchal Ney, interprétant ce mouvement pour un début de retraite, lance sa cavalerie. Certains régiments s'engagent de leur propre initiative. Napoléon juge la charge trop précoce, mais, ne pouvant arrêter le mouvement, la fait soutenir par les corps de cavalerie de Kellermann et la cavalerie de la Garde. Les cavaliers s'épuisent dans des charges successives sur un terrain inadapté, contre des carrés anglais qui se soutiennent les uns et les autres, et des pièces d'artillerie qui, à chaque fois prises, mais non enclouées, reprennent leur tir. Les Français ont par le passé remporté de nombreux succès grâce à leur faculté à mener des combats interarmes. Or, les charges de cavalerie conduites par le maréchal Ney, sans appui de l'infanterie ni de l'artillerie, sont peu compréhensibles, si ce n'est dans le cadre de l'erreur d'appréciation originelle. Elles auraient pu cependant être rattrapées, au lieu de quoi on assiste pendant plusieurs heures à des charges mal coordonnées qui engagent près de 10 000 cavaliers sans résultat. La première bévue du maréchal Ney est pardonnable, pas son acharnement suicidaire. Napoléon semble dépasser et aggrave encore plus la situation plutôt que d'arrêter les frais. D'expérience, il sait cependant qu'au cours d'une bataille, il peut encore plus être désastreux d'arrêter une manœuvre engagée que de tenter d'en tirer quelque chose. À l'heure où le maréchal Ney lance ses charges, le quatrième corps prussien de Bülow se présente sur la droite française. Deux divisions de cavalerie légère et le quatrième corps de Lobau sont envoyés protéger le flanc droit, et ainsi soustraire l'effort principal, ce qui affaiblit l'armée française. Blücher, quant à lui, vise les arrières français. Napoléon doit alors envoyer la jeune garde et deux bataillons de la vieille garde pour bloquer l'avancée ennemie et protéger sa route de retraite. Il peut cependant se réjouir. La Haie-Sainte est tombée. Infanterie et artillerie française pilonnent enfin directement les lignes de Wellington. Il est alors 7h30 du soir, et Napoléon lance contre lui les régiments issus de la moyenne garde, et non des grognards chevronnés de la vieille garde qu'on voit au cinéma, accompagnés probablement des restes des autres corps. Mais l'attaque est repoussée, notamment par la garde anglaise et l'infanterie hollando-belge. Napoléon joue son va-tout avec la garde. Tout échec le condamne à un désastre, et c'est ce qui se produit. La poussée renouvelée sur les arrières français, la nouvelle que les troupes de Grouchy annonçaient sont en réalité prussiennes rompent la digue de la discipline et de la peur. C'est la débandade, pendant que deux bataillons de la vieille garde se sacrifient pour sauver ce qui peut l'être encore. Napoléon est-il le seul responsable? Mais avait-il d'autres choix? L'attaque de la garde ne répond pas à un impératif tactique, mais stratégique. Ce n'est pas l'issue d'une bataille qui se joue là, mais la survie de l'Empire. L'empereur est condamné à une victoire éclatante, sinon décisive.
Un demi-succès reviendrait à accepter la défaite à courte échéance. Perdu pour perdu, autant tout miser. N'a-t-il pas remporté Marengo à la dernière heure et Austerlitz contre toutes les probabilités? Plus qu'à une baisse des capacités personnelles de Napoléon, plus qu'au déclin qualitatif de l'armée française, la défaite est due à la situation générale. L'empereur a perdu toute liberté d'action. Il doit faire face dans des délais qu'il sait limités à des adversaires plus en plus nombreux, qui ont appris les ficelles de son art militaire et bénéficient d'une meilleure préparation et connaissance du terrain. Garde ou pas garde, il aurait fallu plus qu'un miracle pour sauver l'Empire à Waterloo. Comme on l'a vu, Napoléon a commis un certain nombre d'erreurs qui lui ont coûté la victoire. Cependant, le destin de la bataille aurait pu être différent si l'empereur avait su exploiter les fautes de Wellington ou de Blücher. Mais ce ne fut pas le cas, et le destin de Napoléon s'achèvera à Sainte-Hélène. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'histoire avec Damien. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.